Bienvenue à ce séminaire. Je suis Mathieu Delattre, secrétaire général de l'UMR Ressources, qui est le laboratoire de recherche en architecture, urbanisme et paysage de cette école. Et je suis ravi de vous accueillir au nom de cette unité de recherche dans ces locaux à l'école pour cette rencontre doctorale archives d'architectes et genèse de l'architecture. Donc, ça marque un peu la collaboration entre l'UMR Ressources, qui est un laboratoire dont la thématique est, alors c'est en deux parties, l'architecture des marges, donc on peut un peu peut-être expliciter sur l'architecture des territoires ruraux, en particulier le Massif central, et les marges de l'architecture, qui s'intéressent plutôt à l'innovation dans le processus de création architecturale. Donc, il y a tout un pan de recherche qui est sur l'adaptation au changement climatique, plutôt tourné vers le futur. Mais il y a aussi tout un pan de recherche historique. Donc là, cette conférence, elle s'inscrit là-dedans. On peut essayer de voir dans l'histoire comment s'inspirer comment le processus architectural prend place et s'en inspirer pour le présent et le futur. Ce séminaire est en collaboration entre Ressources et le CHEC, le Centre d'Histoire, Espace et Culture, qui est une unité de recherche de l'Université Clermont-Auvergne. Et donc, les deux doctorantes qui vont nous présenter ce séminaire, donc Mathilde Lavenu et Tiffaine Tauziat, donc sont des doctorantes du laboratoire CHEC, mais impliquées fortement, Mathilde en tant que membre permanente de l'UMR Ressources et Tiffaine aussi a été impliquée dans le passé à l'école. Donc ça marque vraiment la collaboration entre nos deux établissements. Et pour ceux qui sont en ligne, j'en profite de vous décrire un peu là où on est. On est dans la médiathèque de l'ENSA-CF, donc un grand espace assez remarquable pour ceux qui sont pas, il faudra qu'ils viennent à l'école une fois. Et j'en profite pour remercier Sylvie Michel qui a mis à disposition cet espace, à Denis Mautré qui a reconfiguré un peu la salle, à Jacques Pouillet pour tout l'appui technique, audiovisuel, et à Morane Charles pour l'organisation, la coordination et la communication autour de cet événement. Donc voilà, cette rencontre s'inscrit dans l'axe 2 du CHEC, production et pratique sociale des arts, qui est co-dirigé par Ludovic Vialet et Marianne Jacobi, à qui je passe la parole pour un peu plus de détails sur aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, notre introduction est une introduction à quatre mains et une voix, parce que je représente aussi Shahram Abadi, qui aurait dû être là aujourd'hui et qui, voilà, par une série de circonstances, ne peut pas être avec nous. Donc, c'est une introduction qu'on a pensée ensemble et voilà, c'est en nos deux noms que je vous ferai part ici de nos quelques remarques. Alors, pourquoi je parle de Shahram Abadi? Eh bien, parce que la thèse de Mathilde Lavenu et de Tiffaine Tauziat sont inscrites à l'ED de l'UCA, et Ludovic Vialet est ici à double titre, à la fois en tant que directeur de l'ED et co-directeur de l'axe 2 que nous dirigeons ensemble, mais elles sont co-encadrées par un architecte qui est Shahram Abadi, qui maintenant est à Strasbourg. C'est-à-dire que nous essayons de vous encadrer selon un double éclairage, à la fois en histoire de l'art et en particulier pour ma part en ce qui concerne la génétique des arts visuels, et pour Shahram Abadi en architecture, et en particulier en histoire et en culture architecturale. Alors, du point de vue institutionnel, vous l'avez rappelé, il s'agit d'une séance du séminaire de l'axe 2 du CHEC, et en particulier de cet axe qui s'appelle production et pratique sociale des arts, qui en fait nous permettent de lier nos deux institutions, l'UCA et l'ENSA-CF, et en particulier donc l'école doctorale, le CHEC et la nouvelle UMR Ressources qui vient d'être créée, mais aussi l'école d'architecture et le laboratoire de recherche, l'Arche, de l'Université de Strasbourg. Alors, avec Shahram Abadi, nous avons essayé de voir quelles pouvaient être
quelques-uns des points, il y en aurait évidemment bien d'autres, mais de rencontres entre vos deux recherches. Donc, quelques points saillants que nous souhaiterions souligner. Le premier porte sur la question de la trace et de l'approche génétique. Alors, l'approche génétique est une méthodologie qui n'est possible qu'à partir du moment où on dispose d'un ensemble de traces qu'il s'agit de redéployer dans une temporalité qui est celle de la 4e dimension, mais en essayant de reconstituer le processus de création des artistes et ici des architectes. Et il nous semble que, précisément, dans vos deux thèses, dont je rappelle tout de même le titre pour Mathilde, du dessin à l'édification, les traces de la Genèse, la bibliothèque de l'architecte Louis Jarrier, 1862-1932, et pour Tiphaine, Genèse du projet d'architecture durant le XXe siècle à travers les archives des architectes Soupre, une génération de trois générations d'architectes, générations d'architectes. Donc, il nous a semblé que précisément dans ces deux thèses, il s'agissait de prendre en compte de manière la plus exhaustive possible toutes les traces écrites qui se déploient sur des supports hétérogènes, que ce soit des registres d'archives d'une agence d'architectes, des carnets de travail, des livres, des esquisses, des fiches, dans le but précisément de reconstituer et d'éclairer le processus de genèse, de fabrication de ces formes architecturales. Les enquêtes que vous menez sur traces architecturales prolongent aussi en l'élargissant à l'architecture, la publication en cours de Quelles traces en histoire de l'art et en archéologie, qui est sous presse au PEBP, aux publications Blaise Pascal de l'UCA, et à la thématique traces et interprétation, qui est une des thématiques de l'axe 2 dont nous parlions tout à l'heure. Ces questionnements, nous semble-t-il, entrent aussi en résonance avec ceux qui sont explorés à l'Université de Strasbourg très récemment, là, du 22 au 25 mars 2022, lors d'un colloque qui s'intitulait « Regard croisé sur le processus de création et la culture visuelle des artistes à travers les carnets de notes, les carnets de référence, musée de papier ». Et il s'agit bien, dans vos thèses ici, de comprendre justement les modes de conception des carnets qui sont élaborés par les architectes et les usages, documentation, mémorisation, modèles ou autres, qu'ils en font dans leurs édifices ou leurs projets architecturaux. Et Rambaridon, membre des comités de ces deux thèses, a bien souligné en quoi les carnets sont précisément à la rencontre, je le cite, de la culture livresque représentée par la bibliothèque et la pratique du projet à partir des références culturelles de l'architecte. Et je voudrais maintenant en venir deuxième thématique ou champ de recherche qui nous permettent de relier vos deux démarches, vos deux recherches, que sont les bibliothèques d'architectes et les pratiques de la lecture ou le rapport au livre. Alors, on pourrait se demander, en essayant d'élargir un peu ces questionnements, comment se constitue une bibliothèque d'architectes. Il y a la question évidemment de la bibliothèque privée, d'un atelier d'architecte qui peut exister matériellement ou de manière virtuelle et qu'on reconstitue selon toute une série de procédés. Autre question, c'est celle des usages du livre et la pratique de la lecture. Pratique connue ou avérée des architectes, pas toujours connue. Donc ici, Jarrier et la famille Soupre. Est-ce qu'il s'agit d'un achat, d'un emprunt, d'un abonnement, rangement d'ouvrages? Quel est le rôle des collections? Question des séries, des revues, de l'éventuelle bibliophilie. Est-ce qu'il y a des interventions matérielles sur les livres, sur d'autres types de documents, des dédicaces, des découpages de pages, des annotations, des dessins, d'autres types de traces, peut-être moins évidentes à identifier, mais donc voilà, tout ce qui permettrait de relever de l'usage ou de la pratique.
Il y a aussi la question de la finalité de ces lectures. Est-ce que c'est l'apprentissage de techniques? Est-ce que c'est la constitution d'une iconothèque? Est-ce que c'est une source de savoir pour écrire un ouvrage d'architecture ou pour produire un album? Et puis, de quel type de lecture il s'agit? Est-ce que ce sont des lectures familiales, courantes, savantes, spécialisées, stratégiques, individuelles, collectives? Et terminer sur cette articulation entre bibliothèque d'architectes et pratique de la lecture, on pourrait se demander aussi quels sont les phénomènes d'appropriation, de réappropriation ou de relecture. Par exemple, les allusions à des lectures qui sont mises en avant par des architectes dans leurs écrits à caractère privé ou public ou autre. J'en viens maintenant à la question qui nous occupe beaucoup avec Mienker, qui est celle des archives de la création. Et il semble que, précisément, vous travaillez sur des objets qui, certains d'entre eux auraient été sinon mis au rebut. Donc, vous travaillez sur ce qui, a priori, serait aussi de l'inarchivable, ou en tous les cas, qui a posé problème à certaines institutions, et vous permettez, vous allez nous montrer, j'en dis pas trop, mais que vous pouvez les faire exister, porter un regard et en faire, les placer même au cœur de vos thèses de doctorat. Alors, quelles sont les archives des architectes? En quoi elles sont ou pas spécifiques à l'édification du bâti, si on se place dans une perspective plus large des archives de la création? Comment permettent-elles de reconstituer la dynamique qui pourrait aller du dessin à l'édification, dessin UIN ou IN? S'agit-il d'archives de la création ou de la relation entre archives et création? C'est une question qui nous anime. Dans quelle mesure permettent-elles de décrypter, voire de démystifier le processus de conception, de déceler une méthodologie de la pratique de l'architecture et de l'art? On pourrait évoquer aussi l'actualité concernant ce sujet et citer par exemple, entre autres, un ouvrage collectif intitulé Papiers et pixels sur les archives d'architectes, paru fin 2021 aux presses universitaires François Rabelais à Tours, ou bien un numéro de la revue Colonne de juin 2019 sur le thème, je cite, « À quoi servent les archives d'architectes ?» Dans le cas de la thèse de Tiphaine, c'est donc la perspective d'emboîtement de génération qui vous intéresse. Et toutes les deux, vous avez organisé une journée d'études qui a eu lieu au Chèque l'année dernière, qui s'intitulait « Dynastie d'architectes et d'artistes en province 19e, 21e siècle, entre héritage, transmission et famille de créateurs », qui doit apparaître au PUBP. Et je terminerai par un projet en cours que nous avons avec Mienker sur les archives des institutions culturelles, qui correspond à une partie d'un vaste chantier qu'on expérimente au cours du quinquennal 2021-2026. Et il s'agira de réfléchir en particulier sur les archives des institutions culturelles qui aura lieu le 4 juillet à la MSH, de 14h30 à 16h30 pour ceux qui pourraient venir. Et l'idée, c'était de donner la parole à Sophie Auger, qui est la directrice d'un centre d'art que vous devez sans doute connaître, le Creux de l'Enfer à Thiers, et d'une expérimentation qui a été faite à propos d'une exposition en particulier d'Hélène Bertin qui s'intitulait K1, K1. Et l'autre personne qui interviendra est Hélène Veillant, qui est responsable du centre de documentation de la MSH, projet qu'elle a qu'elle a élaboré avec Mienker sur l'exemple du fonds Jean Baster. Et voilà, je terminerai avec Shahram Abadi par vous dire à quel point nous apprécions, nous on est très 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 heureux de pouvoir vous encadrer et on espère que même si ça donnera lieu à d'autres choses, mais que vous allez bientôt achever ce premier moment extrêmement important dans la vie d'un chercheur qui est une thèse de doctorat.
Et vraiment, en notre nom à tous les deux, un très grand merci parce que c'est un compagnonnage qui nous touche beaucoup et qui nous passionne. Donc, merci. Et maintenant, je vais vous présenter l'introduction que l'on a élaborée à deux mains, mais avec une seule voix, que je vais vous relater pour présenter les deux travaux, les deux réflexions qui vont suivre. Donc, tout d'abord, en fait, insister sur le fait que nos présentations vont porter sur deux cas de sources de documentaires qui relèvent de pratiques d'architecture. C'est-à-dire que ces documents ne sont pas des documents communs au final, mais on les considère, ils peuvent être considérés, selon nous, en tout cas c'est la démonstration que l'on veut faire, comme des sources documentaires à part entière. En effet, comme on va le voir à partir de nos deux interventions respectives, ces sources documentaires interpellent par leur singularité le champ et les limites de ce que peuvent être les archives d'architectes. Il ne s'agit pas donc ici de traiter des archives d'architecture, mais bien de s'attacher aux archives d'architectes qui renseignent à la fois la pratique du métier et que l'on classe généralement en trois catégories. Donc, les documents qui proviennent de l'agence de l'architecte, qui sont en général des fonds privés, qui sont assez rares, sauf pour la période du XXe siècle, avec notamment l'exemple que tout le monde a en tête, qui est attaché à une fondation, l'exemple de Le Corbusier, et sa fondation qui gère les archives de cet architecte aujourd'hui disparu, mais aussi le travail de collecte initié au départ par l'Institut français d'architecture dans les années 80 et prolongé par la Cité de l'architecture et du patrimoine et les archives d'architecture moderne, qui portent sur des architectes reconnus à l'échelon au moins national, voire international, les architectes français, et ayant parfois, pour certains de ces architectes, eux-mêmes organisé leurs propres archives et donc la transmission de ces fonds. Enfin, la deuxième catégorie qui renvoie cette fois-ci aux documents qui émanent des procédures administratives liées au champ de l'architecture, tels que des permis de construire, tels que des documents d'urbanisme, ou des modalités de financement, d'opérations, de subventionnement, etc., de crédit qui abondent des opérations, tout ceci relevant principalement des fonds d'archives départementaux ou aussi bien aux archives nationales, ou également parfois au sein des archives du monde du travail. Et la troisième catégorie qui serait donc, selon nous, dans ce classement relativement courant des archives d'architectes, les documents relevant cette fois-ci de la maîtrise d'ouvrages publics ou de commanditaires privés. Et dans ce cas, ces fonds sont très très rares. Souvent, les maîtres d'ouvrage publics détruisent ces données, considérant que les documents administratifs se suffisent à eux-mêmes pour constituer les archives de ces architectes et la production de l'architecture qui en suit, ou les commanditaires privés qui se délestent évidemment de tous ces surplus d'informations. Donc, les deux éléments que nous allons vous présenter, évidemment, ne relèvent pas de ces catégories, sinon ce serait relativement simple de les positionner. Ce sont donc néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les premiers moments de cette introduction, ils renseignent, selon nous, à leur manière, le processus de création à l'œuvre. Donc, ils ont une nature singulière, et par cette nature singulière, de fait, ces objets, ces sources documentaires, en tout cas, nous amènent à faire un pas de côté par rapport, je dirais, aux recherches en architecture, en tout cas aux modalités classiques de la recherche en architecture et sur les pratiques d'architectes. De fait, nous nous attachons plus, vous le verrez, au processus qui s'inscrit donc au processus qu'au résultat, et on inscrit ainsi nos approches d'un point de vue méthodologique dans le cadre des études génétiques, comme cela a été évoqué par Marianne, donc l'étude génétique des œuvres, qui s'est constituée en tant que telle à partir des années 80.
En tout cas, l'objectif visé est de prendre d'une certaine façon la mesure vraiment de ce qui nourrit l'œuvre et de ce qui va peut-être aboutir à sa genèse. Cette approche, évidemment, elle privilégie donc plus le travail de l'architecte que l'architecture, et elle s'inscrit dans le prolongement des réflexions qui ont été engagées sur l'architecture dans le cadre de la génétique des œuvres, notamment à partir des années 2000 et pilotées par Pierre-Marc de Biasi, avec notamment ce numéro important de la revue Genesis, le numéro 14 consacré à la question de l'architecture. Cette approche qui positionne vraiment le brouillon et le processus qu'il recouvre au cœur de ces études concerne aussi la génétique des œuvres littéraires, mais elle a vraiment renouvelé la question des archives en tant que telles et leur statut et leur nature. Les brouillons, en effet, avaient vocation, comme l'indique le nom, à disparaître au profit de l'œuvre achevée, déclassant ainsi, selon nous, le travail et son processus pour privilégier le résultat et magnifier, voire peut-être survaloriser, en effaçant les itérations intrinsèques de toute création, les doutes, les erreurs, les rebondis. Les travaux qui ont été engagés par la suite par d'autres chercheurs, notamment par ceux conduits par l'équipe de Ségolène Lemaine sur les bibliothèques d'artistes, avec ce numéro un peu singulier de la revue Perspective consacré à cette thématique, ont montré là aussi l'intérêt de s'attacher dans le cadre de la génétique des œuvres, non plus à la question du processus, mais à la question d'outils tels que les bibliothèques et essayer d'établir des liens entre ces bibliothèques et les processus de genèse. Donc, on l'aura compris, les travaux que nous menons, en fin de compte, interpellent aussi le champ de l'archive, ce qui est lié à l'archive et ce qui renvoie à la question du processus de création et à l'archivage de ce processus. Donc, nous nous retrouvons vraiment aux marges de l'historiographie, et en investissant ce qu'on pourrait peut-être appeler, selon nous, des sources non officielles, des documents destinés initialement à ne pas être archivés, des documents qui ont pu échapper à la disparition ou à la destruction, et des documents qui méritent aujourd'hui qu'on leur accorde sans doute une certaine attention, en ce qu'ils éclairent à leur manière le processus de création de l'architecte au tournant du XXe siècle, mais aussi sur le processus de création de l'architecte en province, qui est un processus, en fin de compte, peut-être pas singulier, mais en tout cas peu étudié. Cette notion de territoire, de province, nous semble aussi vraiment importante, même si ce n'est pas l'objet de nos interventions aujourd'hui. En tout cas, cet attachement à un territoire qui n'est pas le territoire par excellence de la création, c'est-à-dire le territoire de la capitale culturelle, nous interpelle. Donc, un petit rappel de nos deux interventions. Donc, je vais commencer tout d'abord le propos et ensuite c'est Tiffaine qui interviendra. Alors, je vais me consacrer donc sur ce sujet qui est attaché à ma thèse de doctorat, dont le titre est Du dessin à l'édification, les traces de la Genèse avec la bibliothèque de l'architecte Louis Jardier. Alors, cette thèse repose sur une source principale qui est donc assez singulière, comme vous allez voir, et mon propos va se développer en 3 temps. Tout d'abord, je vais vous présenter la matérialité de cette source particulière dont je ne fais que parler, mais je ne vous ai pas présenté. Le deuxième point, ce sont d'essayer d'examiner, d'identifier les indices de la Genèse qui pourraient être contenus, qui pourraient transparaître à travers cette source. Et enfin, terminer dans un 3e temps sur la question de l'archive de la création. Alors, sur la dimension matérielle de la source. Donc, la voici, la photo donc, qui est ici à droite pour moi de l'écran. Donc, cette source principale, c'est le catalogue sur fiche de la bibliothèque de l'architecte, donc clermontois, Louis-Aimé Jardier, dont vous avez découvert le portrait précédemment.
Donc, cette archive, en fin de compte, ce document-là, ne répondait pas aux critères lui permettant de devenir un document archivable, ou en tout cas relevant d'archives, ou en tout cas pouvant intégrer le champ des archives publiques. Il est lié vraiment au champ de l'archive privée. Et il a fait l'objet, il a été présenté en tant que tel aux archives départementales du Puy-de-Dôme, lorsque les héritiers ont géré la succession du dernier architecte appartenant à la dynastie des Jarrier. Et les archives ont retenu les documents graphiques, ont retenu les carnets de l'architecte et ont exclu de leur sélection le fichier, considérant qu'il ne rentrait pas dans les cases établies par l'institution de la conservation des documents. Donc, l'arrière-petit-fils s'est retrouvé avec cet ensemble constitué de 6000 fiches manuscrites et a eu la très bonne idée de venir frapper à la porte de la médiathèque de l'école d'architecture de Clermont en leur demandant si ce type de document pouvait les intéresser. Et heureusement, par chance, comme je vous l'ai dit en introduction, 2 personnages clés de la médiathèque ont été expertisés cet objet et lui ont reconnu une valeur sans toutefois savoir ce qu'ils en feraient. Mais de fait, il y a une convention d'établi entre les héritiers et l'école d'architecture, l'héritier ayant fait un don à la médiathèque de l'école d'architecture de ce fichier qui est désormais entreposé donc dans le fonds ancien de la médiathèque. Donc, je dirais, sans préjuger du devenir de ce document, en tout cas, ce dispositif a pu permettre de sauvegarder cette source tout à fait singulière. Et donc, en plus du fichier, il demeurait dans les locaux d'autres documents, des revues d'architecture, comme vous le voyez à gauche de l'écran pour vous, et puis une vingtaine d'ouvrages d'intérêt et de nature différentes qui faisaient partie de la bibliothèque, mais qui avaient échappé donc, à la dispersion des ouvrages. En effet, si l'on revient sur cette diapositive, vous pouvez noter le lien qui existait, le lien physique qui existait entre le fichier de catalogage et les étagères au-dessus qui abritaient les ouvrages de la bibliothèque de Louis Jarrier. Donc, ce catalogue était rangé dans une douzaine de tiroirs, comme je vous l'ai montré. Il abritait à peu près plus de 6000 fiches manuscrites qui étaient classées dans ce meuble. Et chaque fiche, comme vous le voyez à l'écran, correspond à des notices bibliographiques qui nous rendent compte du contenu des ouvrages détenus dans cette, dans cette bibliothèque. Alors, ces ouvrages sont de nature très différente. Principalement, ils abordent la question de l'architecture, ils abordent aussi la question de l'Auvergne, et il y a aussi une bibliothèque littéraire qui recueille, que j'ai pu identifier, qui correspond à peu près à une bonne centaine de références renvoyant ou à des pièces de théâtre, ou à des romans, ou à d'autres ouvrages. En tout cas, ce qui est intéressant dans ces fiches manuscrites, c'est tel qu'on peut l'observer sur la fiche qui est à droite de l'écran, c'est qu'on possède une description très précise de l'ouvrage, avec le nom de l'auteur, le prénom de l'auteur, le titre complet de l'ouvrage, et également, évidemment, le lieu d'édition, la date d'édition, parfois le nombre de pages, parfois même le nom des dessinateurs ou des graveurs, le nombre d'illustrations, les illustrations qui étaient hors texte ou pas. Donc, on a un dispositif tout à fait complet de notices qui permet vraiment d'appréhender la qualité de l'ouvrage. Parfois même, il est précisé si l'ouvrage a été relié ou pas et quel type de reliure a été mis en place. Donc, un ensemble d'informations très complexes et également, comme on le voit on peut l'observer sur la notice de gauche,
des fiches qui viennent compléter les fiches de l'ouvrage qui est cité et qui sont des fiches de renvoi, c'est-à-dire qu'en fonction de certaines entrées, de certaines matières, de certaines thématiques, l'ouvrage va être classé aussi, non pas uniquement au nom d'auteur ou au titre de l'ouvrage, mais à des entrées qui constituent un index que je vous présenterai ensuite et qui permettent de renseigner un petit peu la méthode de classement, en tout cas les méthodes d'accès à ces ouvrages qui avaient été mises en place par l'architecte Louis Jarrier. Alors, sur la question des catalogues, ce qui est intéressant, c'est que dans ce fichier de catalogage, on ne trouve aucun ouvrage qui renseigne les modalités techniques de catalogage. Ces modalités, elles se sont mises en place, on va dire, au cours du 19e pour simplifier l'histoire de la construction des catalogues de bibliothèques et se sont vraiment formalisées en tant que telles après, au début du XXe siècle, avec la personne d'Otley et ensuite avec les normes de Dewey. Mais on ne va pas rentrer dans le détail de ces approches. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce fichier, si on ne retrouve pas des ouvrages qui renseignent sur les modalités de classement et de gestion d'infos, on retrouve en fait uniquement on retrouve à la fois la référence au catalogue de la bibliothèque municipale et universitaire de Clermont-Ferrand, qui explique, avec les deux extraits que je vous présente à gauche de la diapo, les types de catalogues qui étaient mis à disposition des usagers de cet équipement public. Et enfin, une fiche donc en bas de la diapositive, qui fait expressément référence à une référence de la bibliothèque universitaire de Clermont en indiquant le numéro de l'indexation retenue, ce qui montre, en tout cas ce qui peut laisser sous-entendre, que Louis-Aimé Jarrier était peut-être un lecteur ou en tout cas fréquentait cette bibliothèque ou qu'il était en contact avec certains bibliothécaires ou certains membres de cette institution. Mais là-dessus, nous ne disposons pas d'autres documents qui pourraient confirmer cette hypothèse. Et puis, il existe aussi un autre élément intéressant, c'est la présence de cette fiche, de cette notice biographique sur Vimont, qui est l'auteur d'un des premiers catalogues, donc des livres imprimés et manuscrits contenus à la bibliothèque de la ville de Clermont-Ferrand avant le regroupement de la bibliothèque universitaire et de la bibliothèque municipale. Et ce catalogue, lui, donc, propose donc, une organisation thématique qui est reprise sur la fiche, qui renvoie plus à des modes de classification de la connaissance que à des modes de classification des ouvrages, mais qui peut être là aussi un indice qui va nous permettre de mieux comprendre l'organisation de ce fichier, sa structuration ou les distances qui ont été prises par l'architecte par rapport à ces modalités-là. En tout cas, ce qui est aussi paradoxal, c'est que ce catalogue, qui lui donc n'était pas sous la forme de fiche, mais sous la forme d'un manuscrit, sous la forme d'un cahier, lui a été donc conservé aux archives départementales. Alors, ce fichier, il était, comme je vous l'ai laissé comprendre, il était implanté dans l'agence de l'architecte, donc pas dans ses appartements, mais bien sur le lieu de travail. Alors, je pense, d'après mes recherches, que le fichier est vraiment établi au moment où Louis Jarrier s'installe 7 rue Bardou. C'est-à-dire que sa première installation professionnelle remonte aux années 1890 et il s'installe d'abord dans l'appartement familial rue d'Enfer. Donc là, je ne sais pas s'il y a déjà une partie de la bibliothèque qui est là, peut-être, sans doute. En tout cas, le meuble qui va abriter la bibliothèque, y compris le fichier, est vraiment lié à cette adresse du 7 rue Bardou et correspond à cette fourchette chronologique des années 1897-1901
que j'ai pu établir non pas grâce aux fiches, mais grâce à d'autres sources qui sont ces petits tas de carnets. Il y en a plus de 200 qui ont été déposés par les héritiers, et c'est ces carnets, donc dits carnets de chantier, mais qui ne sont pas que des carnets de chantier, qui appartenaient à Louis Jarrier, qui ont été donc conservés avec une cote qui est toujours provisoire par les archives départementales. Donc ces carnets que j'ai tous consultés me permettent de déterminer cette fourchette chronologique. Et dans ces carnets, ce qui est intéressant, le fameux carnet 17, c'est qu'on trouve les premiers croquis qui correspondent à un relevé établi par Louis-Aimé Jarrier et bien intitulé « Le bureau de Monsieur Jarrier ». C'est-à-dire qu'il achète donc cet immeuble, cette rue Bardou, en tout cas l'appartement qui appartenait, donc le rez-de-chaussée, le premier étage, qui appartenait au duc de Morny, pour y installer sa famille et son activité professionnelle. Il en fait le relevé sur différentes pages. J'ai une description très technique, avec des mesures, mais aussi avec le nombre de menuiseries, le nombre, les couleurs, les peintures, pour pouvoir ensuite remanier, en tout cas, un rez-de-chaussée, cette pièce qui donnait sur le jardin, et y déployer son agence d'architecture, qui donc sera toujours, qui abritera tous les membres de la dynastie Jarrier, que ce soit son fils Marcel, l'un de ses fils qui va devenir architecte, puis son petit-fils Jean-Louis Jarrier. On a encore ici la plaque correspondant à ce petit-fils avant la cessation de son activité. Alors, donc, ce fichier et la bibliothèque sont donc implantés dans l'agence. Et cela n'est pas si étonnant que ça, même si ici on a un lieu qui est créé pour la pratique de l'architecte, puisque la série de photographies donc, émanant de l'Académie d'architecture et qui saisit en photographie donc, les grands architectes du XXe siècle, en tout cas ceux qui enseignaient à l'École nationale supérieure des beaux-arts, pour la plupart des clichés, la trentaine de clichés, non, il y en a une quarantaine, pardon, posent tous plus ou moins devant leur bibliothèque. Donc on sent que cette question de la bibliothèque, elle est très importante dans l'image, la représentation du métier, et sans doute, si la bibliothèque est présente sur le lieu de travail, c'est qu'elle est utilisée, qu'elle est un outil au service de la création. Et là, je vous ai mis deux illustrations que j'ai choisies, c'est-à-dire ici celle de Gustave Rollin, qui a été le maître d'atelier à l'École des Beaux-Arts de Louis-Aimé Jarrier, donc il l'a formé à l'architecture. Et puis, l'autre personnage un peu plus singulier, plutôt spécialiste de l'histoire de l'architecture, qui était donc Edmond Corroyer, et dont on va retrouver trace d'ouvrage dans la bibliothèque de Jarrier. Maintenant que je vous ai présenté donc c'est le lieu de le positionnement de ce fichier, je vais aborder la question des traces que l'on peut, des traces d'usage de ce fichier. Alors, la première chose, j'ai pu relever des salissures, des traces d'encre, des traces d'empreintes que je ne vais pas vous montrer. Elles sont peu probantes, en tout cas elles montrent que certaines fiches peut-être à un moment donné ont été extraites, ou c'est au moment de la rédaction manuscrite de la fiche qu'il y a une tâche qui a été faite ou une empreinte de doigt. Enfin, c'est très difficile à interpréter, donc je préfère ne pas en parler et me concentrer sur deux types d'usages, les fiches de réemploi et puis un autre type de fiche. Alors ici, vous avez en haut à gauche la fiche, par exemple, d'un ouvrage d'Arcis de Caumont, qui au départ donc, faisait l'objet d'une première numérotation manuscrite qui figurait en haut à gauche de la fiche. Cette numérotation a été grattée, effacée, pour ensuite être reprise avec un numérateur et avec souvent un nouveau numéro en haut à droite. Sachant que ces numérotations
vont s'étaler, on va dire, de 0 à 100. Ensuite, il va y avoir les séries de 200 à 300, les séries 1000, 2000 et les séries 3000. Et le travail que je fais me permet d'identifier que la série 3000 va correspondre aux revues. Donc, vous avez certains vestiges de ces revues qui sont présentés là sur la table. Donc 3000, c'était plutôt pour les revues. 1000 et 2000, c'était plutôt pour les ouvrages en général sur l'architecture ou sur l'Auvergne. Il n'y a pas forcément de logique. Par contre, il y a peut-être une logique qui est liée au format. Puisque si vous le notez sur ces notices, on retrouve toujours indiqué aussi le format de l'ouvrage, que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure. Et quand j'essaye d'appréhender cette notion-là avec mes tableurs, j'ai l'impression qu'il y a une certaine logique aussi de classement par format. Et puis la série de 0 à 100 qui est très intéressante parce qu'elle correspond en fait là à toutes les planches hors texte ou tout ce qui était illustration en tant que tel, qui était extrait des ouvrages et classé à part. Voilà. Donc ça, c'est des notions intéressantes pour comprendre l'usage qui pouvait être fait de ces ouvrages à partir de la logique de classement. Et puis, alors, une autre chose qui est très perturbante, c'est le fait que, comme je vous l'ai montré ici à partir de la notice qui est à droite, c'est que quand on tourne la notice, on se rend compte parfois qu'on a ou des versos qui sont vierges, ou au contraire, des versos qui comportent non pas des références manuscrites, mais des références qui ont été découpées, collées, et qui n'ont rien à voir, et qui ont des cotations qui n'ont rien à voir avec le système mis en place par Jarrier, et qui renvoient plus à des ouvrages sur la médecine ou la pharmacopée. Et les premiers ouvrages qui apparaissent en étudiant chaque revers de fiche, les premiers sont datés de 1907-1908. Ce qui voudrait dire que c'est à ce moment-là que Louis-Aimé Jarrier, par je ne sais pas quel processus, récupère les fiches d'un fichier appartenant à une autre bibliothèque, à une institution publique, cette fois-ci, donc plutôt, à mon avis, une bibliothèque scientifique, universitaire. Je ne sais pas si elle est attachée au site clermontois, je l'imagine, c'est une hypothèse à travailler. Mais il réemploie des fiches pour développer son propre fichier. Et parfois, ces éléments-là sont grattés, comme on voit sur la fiche du bas. Tout a été gratté, tout a été effacé. En tout cas, il y a une notion de réemploi qui se décline suivant deux modalités qui renvoient à deux temporalités différentes. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à cette logique de catalogage, il y a aussi une logique d'introduction de certains ouvrages dans la bibliothèque. Là, ici, je vous présente l'extrait du carnet numéro 18, lorsque Louis-Aimé Jarrier est encore installé au 3 de la rue d'Enfer, donc avant de s'installer rue d'Arby. Et dans ces carnets, on trouve déjà mention d'ouvrages qui figurent après dans sa bibliothèque, notamment sur cette page « Histoire de l'art en Auvergne », avec ces trois références, notamment celle qui renvoie à l'ouvrage de Mallet, publié en 1872, la statistique monumentale de Bouillet, qu'on retrouvera tout à l'heure sur une autre fiche, les églises romaines. Donc, en tout cas, ces éléments-là sont vraiment des indices de fabrication, de constitution de la bibliothèque. Et puis, d'autres extraits, toujours du même carnet, renvoyant à d'autres aspects. Là, ici, la référence au code de police et d'administration, donc plutôt une partie relative au droit, à la jurisprudence. Et puis, un traité pratique de la voie urbaine. Évidemment, on trouve ces références dans le fichier. Et enfin, parfois, à la fin de ces carnets, d'autres renseignements qui nous donnent une idée des rythmes d'acquisition, ou en tout cas du montant des acquisitions. Vous pouvez observer ici la ligne libre, le 28
le 28, il a acheté pour 2 francs 50 centimes un livre. Il est allé au Louvre, il a dépensé 23,23 francs. Il a aussi des dépenses de voiture. Coquelin, c'est son fournisseur de carnets, donc il en a acheté pour 23,23 francs, etc. Des éléments de dessin. Ici, on retrouve des achats de livres ou parfois de journaux. Donc, tout ceci nous donne quand même des indices, sont des indices en tout cas qui sont assez intéressants pour comprendre la structuration de cette bibliothèque et la relation entre le livre et l'architecte. La deuxième partie que je vais aborder, ce sont tous les indices liés à la genèse que l'on peut déceler dans le contenu des catalogues. Alors, tout d'abord, on a trois éléments importants. La première chose, le premier indice, ce sont les annotations sur les fiches, ces fameuses marques au crayon bleu que vous pouvez observer, ces doubles traits, ces simples traits, et parfois même des mentions manuscrites bureau, ou ici, des mentions manuscrites au crayon de papier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelques mentions manuscrites. Donc ici, je vous ai fait un zoom sur cette notice. C'est la partie inférieure droite, qui nous indique que cet ouvrage, sur les bâtiments scolaires, les modèles de bâtiments scolaires, en fait, se trouvait au bureau des dessinateurs en bas. Donc, on voit déjà apparaître, à travers les fiches, une organisation du processus de création, une répartition des tâches et l'affectation de certains livres, une affectation privilégiée de certains ouvrages contenus dans la bibliothèque. Et à gauche de l'écran, ces deux fiches qui correspondent à des ouvrages qui étaient cette fois-ci extraits de la bibliothèque et détenus dans le bureau de M. Jarrier. Bureau MJ, des fois on trouve bureau de M. Jarrier, bureau, ça veut dire que ces ouvrages n'étaient plus classés dans le meuble, mais figuraient sur ou dans le bureau de l'architecte. Et j'ai pu identifier il y a une trentaine d'ouvrages qui sont des ouvrages qui étaient dans le bureau de l'architecte. Ce sont à la fois des ouvrages qui renvoient au droit de l'architecture, mais aussi, donc comme l'ouvrage de Ravon sur le traité pratique juridique de l'arbitrage, mais aussi à d'autres ouvrages qui rentrent plus dans le champ de la création, tels que l'ouvrage de Mignet sur la construction, l'ameublement des édifices. Et également, donc, dans ces ouvrages qui figuraient ou dans le bureau de Louis Jarrier, ces fameux documents composés principalement d'images, des documents d'atelier, notamment celui de Victor Champier, avec l'exemple de cette représentation d'un hôtel, d'une villa d'Hector Guimard. Donc tout ceci devait vraiment constituer des sources, ou en tout cas des références très fortes, mobilisées dans le travail de l'architecte. Dans ces annotations sur les fiches, il y a aussi la mention d'envoi d'auteur, qui est un autre élément important. J'ai pu en relever une quarantaine. Alors, j'étais un petit peu déçue, mais en fait, il ne faut pas être déçu. En fait, je m'attendais peut-être à des envois d'auteurs plus majestueux. Mais en fin de compte, quand on analyse ces envois d'auteurs, on se rend compte qu'ils dessinent un petit peu le microcosme, ou en tout cas la micro-société locale dans laquelle était inséré Louis-Aimé Jarrier. Donc, on va retrouver évidemment des érudits locaux, des hommes d'église, notamment dans cette catégorie des érudits, et puis également des hommes politiques comme Bardou. Alors, je pense que non, j'ai pas mis la référence, c'est pas grave. Comme Bardou. Et apparemment, en fouillant dans les archives départementales, j'ai trouvé une correspondance entre Louis-Aimé Jarrier et Bardou qui laisse en tout cas entendre qu'ils avaient une relation assez suivie,
puisque la correspondance évoque un moment un peu difficile dans la vie de Bardou, la perte d'un enfant, et Louis-Aimé Jarrier lui envoie une lettre pour le soutenir dans cette épreuve en expliquant que lui-même, il a dû faire face à un moment de sa vie à la perte d'un de ses jeunes enfants. En revanche, je ne pense pas, d'après l'état d'avancement de mes recherches, que les envois d'auteurs correspondent à des commanditaires. Au départ, je me disais que peut-être chic, il y allait avoir un lien, mais pas du tout. Les choses sont vraiment autonomes, indépendantes. Et la troisième information importante sur ces notices aussi, qui renseigne l'usage qui était fait, ce sont tous ces commentaires qui figurent sur certaines des fiches et qui nous permettent d'appréhender l'intérêt que portait Louis Jarrier à certains de ses ouvrages. Alors, par exemple, sur cette première fiche, sur l'art religieux moderne, vous trouvez mentionné pour le tome 1, le tome 1 renferme une importante bibliographie d'ouvrages d'art. Ça veut dire que le livre est plus qu'un livre pour lui sur l'art religieux moderne. Il dispose à travers ce livre de ce référencement, de cet appareil critique. Ici, par exemple, vous avez pour le livre de Bon Retour en Grèce, la mention des 130 photographies réalisées par Antoine Bon et la mention d'une introduction par Fernand Chapoutier, plus 3 photos supplémentaires. Donc là, on sent bien qu'il y a aussi un intérêt sur la valeur de l'ouvrage, en tout cas sur l'image figurant dans l'ouvrage. Et puis, sur l'exemple d'Audigier, sur l'histoire d'Auvergne, eh bien, cette mention, l'ouvrage manuscrit en bleu complet, se trouve à la Bibliothèque nationale. Donc, tout laisse à penser qu'il était aussi, parfois, quand il se rendait à Paris, peut-être qu'il allait aussi à la Bibliothèque nationale. Je n'ai pas encore développé cette question-là, mais on va aussi retrouver cette mention à un autre moment sur l'un de ces carnets. Et puis, ce qui est intéressant sur cette fiche-là, tout en bas, c'est qu'il mentionne voir l'état de la collection au registre d'entrée inventaire. Alors, cette pièce-là, malheureusement, je ne l'ai pas. Je pense qu'elle a disparu. Elle aurait été bien utile. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il n'y avait pas qu'un fichier, il y avait bien un registre d'inventaire, comme toute bibliothèque qui se constitue. Nous allons aborder, maintenant qu'on s'est focalisé sur les fiches et qu'on a pu apprécier la nature des informations que nous délivrent ces fiches, je vous propose de dézoomer pour observer plus largement la constitution, l'organisation de ce fichier, en se focalisant sur les fiches qu'on appelle des fiches navettes, des fiches vedettes, qui mettent en exergue les entrées donc par matière du fichier, les entrées par nom de lieu et les entrées par nom de personne. Donc, dans les entrées de nom par matière, ici, vous avez une première vue sur les entrées à partir de la lettre A, de la lettre B et C. On peut tout de suite noter des noms donc, attachés à l'Auvergne, à des noms de lieux, que ce soit les villes d'Ambert, à titre d'exemple. Au-dessus, à droite, la Bourboule, Brioude. Donc tout ça, ça ponctue et ça nous donne une idée des thématiques, ou en tout cas des lieux sur lesquels travailler ou des lieux que fréquentait cet architecte pour l'exercice de sa pratique professionnelle. Et puis, sur les entrées matières, vous pouvez noter donc des thématiques importantes pour l'architecte au tournant du XXe siècle, telles que l'Antiquité, la question de l'aquarelle, donc de la représentation du projet, de l'archéologie, la mention architecture, on y reviendra, la mention archives, la mention beaux-arts, et enfin des noms de personnes, donc comme Bardou, dont j'ai parlé tout à l'heure, Bertrand, qui sont donc des auteurs, en tout cas Bertrand est un auteur d'ouvrages sur l'Auvergne, comme Breillet et d'autres auteurs également.
Et dans ce fichier-là, donc là, vous avez un zoom sur une partie de la lettre B, la nature des onglets en bois et puis la nature d'un onglet en carton. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette structure, dans l'organisation de l'accès à la connaissance et je dirais même de l'organisation des informations au sein de ce fichier, on retrouve très peu de noms d'architectes. On retrouve 4 noms importants, enfin, qui de fait devaient être considérés comme importants. Le nom de Le Tarouilly, le nom de Mallet, le nom de Viollet-le-Duc, et puis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, le nom de Jarrier également. Voilà donc la fiche vedette architecture avec les déclinaisons des sous-thématiques ou des renvois qu'il propose. Donc une approche qui, en fin de compte, est assez classique dans l'organisation des connaissances et qui renvoie à la fois à une approche, donc très peu, en fin de compte, à une approche, je dirais, chronologique, mais qui sera développée dans l'onglet Histoire d'architecture, et ensuite la notion de théorie, la notion d'architecture par pays, et enfin le type d'architecture. Donc c'est une organisation assez, assez courante à cette époque. Je vais attaquer, pour essayer de tenir un peu le délai, la troisième partie de mon propos, qui est la question des archives de la création. Tout d'abord, en me focalisant sur la notion de filiation de l'école des beaux-arts. Ici, vous avez l'exemple des 2 notices correspondant à des ouvrages d'Édouard Courroyer, que vous avez vu en photo tout à l'heure. Et ce qui est intéressant au-delà de ce lien, c'est surtout que ces ouvrages étaient publiés dans la bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts, et que donc dans la bibliothèque de Louis Jarrier, on retrouve la présence de certains de ces ouvrages qui ont été publiés dans le cadre de cette collection. Donc il y a un lien très très fort entre l'enseignement dispensé aux beaux-arts, donc la formation délivrée auprès d'architectes, et sa pratique, ou en tout cas les références qu'il va chercher pour exercer le métier d'architecte. On peut noter également d'autres ouvrages relativement fréquents dans le domaine de l'architecture, sont les ouvrages de César Daly, y compris ses revues, qui sont présentes dans ce fichier et qui renvoient là aussi à des thématiques qui permettent, en fonction de chaque programme, d'aller chercher des référencements dans tel ou tel volume de l'ouvrage. Et à droite, au crayon de papier, cet état des lieux qui spécifie, qui relève les manques, les planches qui ont pu disparaître au fil de l'usage dans un temps long de ces ouvrages au sein de l'agence d'architecture. Enfin, cet appareil qui correspond plus à la famille de ce qu'on appelle en architecture des traités, même s'ils ne prennent pas tous la forme de traités d'architecture, mais en tout cas d'ouvrages de référence, là aussi, pour aller chercher des éléments à partir desquels l'architecte développe ses propositions. Que ce soit le traité d'architecture de Reynaud, l'ouvrage plus tardif du Bendestock, qui renvoie certainement là à la formation de son fils, donc Marcel, qui est allé aux Beaux-Arts et qui était dans l'atelier de cet enseignant. Et puis, ses références au croquis d'architecture liées à l'Intime Club, qui était une publication très régulière qui existait avant que Louis Jarrier suive l'enseignement aux Beaux-Arts et qui était pilotée par notamment son enseignant Gustave Rollin. Donc, des liens vraiment des liens importants entre la formation et les ouvrages qui figurent dans la bibliothèque. Le deuxième, je dirais, type de lien lié à la création, c'est
les liens avec le milieu diocésain et en tout cas le milieu de l'archéologie. Donc la présence des ouvrages d'Arcis de Caumont, il y en a 3 qui sont présents dans la bibliothèque, qui préfigurent après les travaux, en tout cas l'approche développée par certains architectes diocésains, et la suite qui va être donnée par Viollet-le-Duc à cette école dans l'école. Là aussi, on peut observer un certain nombre d'ouvrages qui renvoient à cette culture du monde diocésain et qui peuvent expliquer que dans sa pratique professionnelle, Louis Jarrier devient très vite, devient très vite un architecte diocésain pour Clermont, puis départemental, puis également aussi en parallèle architecte ordinaire des monuments historiques. Donc il est complètement intégré dans ce milieu qui lui est familier, puisque Gustave Rollin, son maître d'atelier, était lui-même aussi un architecte diocésain. Donc tout ça se boucle dans une certaine logique, mais ce qui est intéressant aussi, par exemple, sur cet ouvrage local de Bouillet, sur la description archéologique des monuments celtiques, c'est ce commentaire en bas, puisque vous l'avez compris, la bibliothèque a été dispersée, donc je n'ai pas accès à ces ouvrages, mais néanmoins, et ça figure sur d'autres fiches, ce petit commentaire où il est indiqué contient des annotations au crayon dans le texte, ce qui montre bien que Jarrier utilisait aussi ces ouvrages, les compléter peut-être, les augmenter peut-être d'observations qu'il avait pu faire sur le terrain, ou les commenter, ou apporter encore d'autres annotations d'un autre ordre. Et là, par contre, ce n'est pas forcément toutes les informations. Enfin, un dernier point sur cette question d'archives de la création, c'est ces carnets disponibles aux archives départementales, qui ne sont pas que des carnets de chantier, tels que c'est intitulé, mais en tout cas qui permettent de comprendre les déplacements, donc d'aborder la géographie de cet architecte dans l'Auvergne. Au gré de ces déplacements, il élabore ou des relevés d'édifices en totalité ou partielle, ou des croquis cotés et perspectifs, notamment principalement sur des objets un peu singuliers, que ce soit des croix ou que ce soit par exemple des puits. Certains croquis qu'il estime intéressants, mais il les protège avec un papier calque, pour pas que le crayon de papier s'efface. Et cet exemple-là, sur un autre carnet, qui mentionne, donc qui est en lien avec des travaux à conduire sur la charpente de l'église de Courpierre, dans le Puy-de-Dôme, et pour lequel donc, il mentionne bien ferme de Courpierre, construction moderne, 4e année, numéro 16. Et j'ai eu du mal à comprendre au départ ce que ça voulait dire. Je pensais que la ferme de Courpierre, une ferme rurale, le lieu d'une activité agricole, avait été avait fait l'objet d'un article dans cette revue, Construction moderne, mais pas du tout. En allant chercher cette revue, ce numéro de la revue, en fait, il y a un chapitre, un article qui est consacré à la conception des charpentes, à leur dimensionnement, et notamment avec ce dispositif très simple, d'entrée retroussée avec un blocher, et on y explique le dimensionnement des bois, la nature des bois. Et en fin de compte, ça c'est la première page avec les dimensionnements. Et ensuite, les pages qui suivent du carnet reprennent exactement les croquis, enfin en tout cas les cotes et la logique de l'article qui figure dans cette revue d'architecture. Donc, précisément, même si je ne dispose pas de documents finaux représentant ce travail, les croquis qui figurent dans les carnets et la mention de la référence à l'article de la revue et le lien qu'on peut établir montrent bien qu'on est là ici dans un processus très fort de lien entre cette bibliothèque et le processus de création, qu'il s'agisse d'une restauration ou d'une création ex nihilo. Et puis, pour finir, parce qu'après je vais laisser la parole quand même à Tiffaine, 3 diapos de mémoire qui commencent à établir aussi ces parallèles, c'est sous forme d'hypothèse, pour l'instant, je ne sais pas encore assez travaillé. Donc le lien entre l'ouvrage sur la brique et la terre cuite avec l'exemple de la cour du Sarciron
et puis des représentations qui existent dans cet ouvrage avec un travail très très riche, très coloré sur la polychromie et les briques vernissées. Et puis deux exemples, celui de cette petite villa au Mont d'Or, donc villégiature, donc qui renvoie plutôt au référencement sur l'Art Nouveau, en tout cas la production de la fin du 19e siècle. Et l'exemple de la pâtisserie donc Rosier à la Bourboule dans les années 20, avec le recours au mosaïsme gentil et bourdé qu'on retrouve dont on retrouve toutes les publicités dans les revues d'architecture de l'époque et même des articles qui sont consacrés à leur création et auxquels les jarriers vont faire appel très souvent à partir des années 1915. Et pour finir, voilà, comme je vous le disais, dans le fameux anglais jarrier, eh bien, on va trouver ces notices qui ne vont pas forcément renvoyer toutes à des ouvrages, mais celle-ci est intéressante parce qu'elle renvoie à un congrès des étudiants, un congrès international d'étudiants, dont je n'ai pas trouvé de traces écrites, mais pour lequel Louis Jarrier avait fait une contribution écrite sur l'Auvergne en langue anglaise. Alors, est-ce qu'il s'était fait aider de Bardou pour la traduction? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas assez d'éléments. C'est des hypothèses plausibles, puisque dans sa bibliothèque, je n'ai pas trouvé de dictionnaire de langue anglaise ou d'ouvrages vraiment en anglais. Quelques ouvrages en allemand, mais rien sur la littérature anglaise. Et puis donc, ces référencements, et notamment celui-ci, la cote 117, qui renvoie à ce fameux album qui contenait des photographies, des plans, des dessins du château du Bienassis et de la maison de Blaise Pascal à Clermont et d'autres édifices sur lesquels vraiment il a énormément travaillé, réfléchi, qui sont assez récurrents dans ces carnets de croquis. Quand je vous disais qu'il est certainement allé à la Bibliothèque nationale, avec la mention que j'ai évoquée tout à l'heure, ici dans son carnet, on a également ce travail sur le Mont d'Or à la Bibliothèque nationale, où il va refaire les croquis de vue qui ont été faites à partir d'un ouvrage qu'il va consulter à la Bibliothèque nationale. Alors, je vais vous présenter un petit peu l'objet de mon étude. Donc, aujourd'hui, effectivement, la thématique, ce sont les archives. Donc, j'ai concentré un petit peu mon propos sur justement la matière qui me permet aujourd'hui de faire ma recherche. Et en fait, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous raconter la petite anecdote de cette rencontre avec cette recherche, puisque à la base de ma recherche, c'est une rencontre totalement informelle et complètement étrange avec le classeur qui est juste là, qui m'a amené aujourd'hui à travailler sur les frères Souple et sur la dynastie des architectes Souple. Donc, c'est la rencontre avec ce classeur qui était rangé dans la bibliothèque d'un architecte actuellement en exercice qui s'appelle Olivier Souple. Donc, à l'intérieur de son bureau, dans cette bibliothèque, se trouvait ce petit classeur sur lequel, vous pourrez le consulter tout à l'heure, sur la tranche est écrit donc historique de l'agence. Et c'est cette rencontre un petit peu informelle et particulière avec ce classeur rempli de toutes sortes de documents, comme vous pourrez le voir, tant de publications récentes que de CV datant des années 1930 sur les ancêtres, en tout cas les premiers architectes de la dynastie, que de photocopies de publications. Bref, voilà, un registre d'une mémoire, je dirais, d'une mémoire de pratique, d'une mémoire d'architecte et aussi d'une mémoire d'une histoire familiale. Donc voilà, il est venu quand même de Bayonne pour vous voir. Donc voilà un petit peu comment est né mon sujet de recherche et voilà comment j'ai découvert, donc non pas l'existence parce que je les connaissais, mais en tout cas l'histoire du travail de Jean et Joseph Souple, qui sont deux architectes en photo ici, jumeaux, deux architectes qui ont travaillé entre 1923 et 1960-61 et ils ont travaillé notamment autour du Pays Basque, même s'ils ont eu un rayonnement sur toute la France. Donc comme je vous le disais, c'est un témoignage d'une histoire de famille. Donc pour resituer très rapidement, voici Olivier que j'ai rencontré, qui m'a présenté son classeur, et voici un petit peu la dynastie des architectes Souple, l'arbre généalogique. Donc les architectes originels,
Donc Jean et Joseph, qui sont ici, donc frères jumeaux nés à Bayonne en 1894, ont été à l'origine donc de l'agence telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui ont été transmis entre-temps donc, à Jean-Marie et François Souffre, et puis Olivier aujourd'hui. Donc cette agence, elle a une histoire, elle a un passé, elle a également, elle est forte donc de 3 générations, et comme vous pouvez le constater, sur 2 générations, elle est forte aussi d'une double vision. C'est-à-dire qu'on avait une seule signature, un seul nom, mais à chaque fois 2 architectes. D'où un petit peu l'objet intéressant pour essayer de comprendre la génétique et la genèse du projet d'architecture avec ce systématique double regard au sein d'une même agence. Et autre particularité, donc depuis l'agence originelle, on avait une double implantation. C'est-à-dire que les frères Souffre sont nés à Bayonne, ils sont originaires de Bayonne au Pays Basque, et l'un d'eux s'est installé à Paris, donc Joseph s'est installé à Paris pendant que Jean restait à Bayonne. Et il faut savoir, donc en 1923, il signait d'une signature commune l'agence J&J Souffre, qui était donc divisée en 2 bureaux dirigés par ces 2 architectes. Et donc, ça n'a pas du tout simplifié la tâche de savoir comment on allait récupérer les archives de cette double création ou de cette création à travers ce double regard. Alors, dans un premier temps, ce qui a été compliqué avec l'histoire de cette agence d'architecture, c'est que, comme on en a un petit peu parlé à l'annonce de nos sujets et dans l'introduction, je n'ai pas pu m'appuyer dans mon travail de recherche sur ce qu'on va appeler les archives d'architecture. C'est-à-dire que le fonds d'archives de l'agence primitive, en l'occurrence J&J Souffre, a disparu en 1961 lors d'un terrible incendie qui a ravagé l'étage des combles de l'agence d'architecture de Bayonne qui conservait l'essentiel du travail qui avait été volontairement, en tout cas, archivé par les architectes. Donc, j'ai eu à faire face à ce manque de documentation, ce qui pourtant était très dommage puisque c'est une des seules agences d'architecture du Pays Basque qui n'avait pas en tout cas gardé une grosse somme de documentation sur le travail en tant qu'archive d'architecture. Il a donc fallu glaner les informations autrement et c'est en fait par le biais de ce premier classeur que j'ai compris que la famille en fait avait par devoir de mémoire ou en tout cas de conservation de cette histoire avait gardé ce qui aujourd'hui serait en fait de la non-archive, c'est-à-dire qu'on n'avait pas volontairement voulu conserver ces documents, c'est tous les documents qui justement sont restés dans le bureau, sont restés dans l'appartement, sont restés dans la maison et qui, au fur et à mesure des années, ont été conservés par les descendants. Donc en fait, la grande question pour l'approche, en tout cas génétique, de la genèse du projet d'architecture au sein d'une agence d'architecture comme celle des Souffres, le défi, c'est de savoir si, à travers justement des non-archives, on peut réussir à faire ce travail et pouvoir remonter le fil pour pouvoir comprendre ce qui a influé, et je parle vraiment au sens très large, multifactoriellement, la genèse de la création et essayer de comprendre justement les origines et les pattes des différents auteurs et acteurs dans cette création architecturale. Alors, comme je vous le disais, il a fallu partir de ce qui reste. Donc, il nous reste, les témoins vivants, plus beaucoup, de cette histoire passée. Il nous reste donc des documents qui ont été triés et conservés. Et en fait, il nous reste surtout de la documentation un petit peu gardée de manière chaotique, c'est pas le bon mot, mais un petit peu, on a gardé tout et n'importe quoi. Il y a un choix qui a été opéré, qui est un choix évidemment affectif de la part des descendants. Donc il y a déjà un premier biais, finalement c'est un peu biaisé, une sélection de tri sur le choix de la matière qui a été conservée, puisqu'on a une dimension affective. Il y a une dimension esthétique, on le verra un petit peu plus tard, je reviendrai sur l'ensemble du corpus, donc une dimension un peu esthétique. On va avoir, comme dans beaucoup de familles d'architectes, la question du beau dessin, la question de la belle représentation. Et il y a aussi une dimension peut-être un peu méconnue des descendants, de choses qui ont été conservées et dont on ne se souvenait même pas qu'on les avait conservées. J'ai eu l'occasion notamment de récupérer donc chez François Souffre, qui est le fils d'Olivier actuellement en exercice, et le père d'Olivier actuellement en exercice, et le fils de Joseph, donc,
qui était à l'agence Primitive. Et donc François Soupe, qui, en me montrant son bureau, ne se souvenait même plus qu'il avait conservé les cahiers d'étudiants de son papa à l'école des Beaux-Arts de Paris. Voilà, donc c'est un petit peu, j'ai dû commencer me transformer en archéologue et en archiviste, voilà, deux cordes que je n'ai pas du tout à mon arc, mais que j'ai appris, puisque donc toutes ces pièces d'archives, ces unités documentaires finalement, sont aujourd'hui conservées par la famille, qui n'a pas souhaité ni les verser, ni les léguer aux archives ni communales, ni départementales, et non plus au centre d'archives d'architecture contemporaine qui existe au Pays Basque. Donc voilà, donc c'est quelque chose que la famille garde, et ce qui rend aussi un petit peu le travail et à la fois très privilégié, puisque j'ai la chance de pouvoir manipuler ces documents, et également très compliqué, puisque c'est moi qui aujourd'hui les immortalise en les numérisant et en les inventoriant. Donc, on va avoir effectivement des sources documentaires un petit peu éparses et multiples. Donc, on va avoir effectivement celui-ci qui est vraiment le témoin au sein de l'agence de ce qu'on a qualifié comme étant vraiment l'historique de l'agence. On va avoir d'autres éléments de ce qui nous reste. On va avoir donc des éléments qui ont été conservés, alors comme je viens de le dire, de manière un petit peu éparse et un petit peu dispersée, surtout au sein de la maison de François, et qui semblent avoir perdu toute logique de conservation. C'est-à-dire que si à un moment donné, et je pense que c'était le cas, ces documents ont été issus peut-être d'un déménagement parisien, puis de ce qui est resté de l'agence bayonnaise, puis de ce qu'il y avait aussi à la maison, peut-être les carnets ou les documents qu'on peut garder chez soi, tout ce tri et en fait ces provenances ont disparu pour laisser place à des cartons. Voilà, des cartons très, très basiques et des cartons à dessin. Et là, le tri opéré a été réellement, je pense, simplement une question de typologie de documents et de taille. Dans le carton à dessin, les grands formats, et dans le carton, les formats qui rentrent dans un carton. Donc voilà. Donc à titre, je n'ai pas eu l'occasion malheureusement de vous en ramener en vrai, mais vous verrez tout à l'heure quelques petits documents. Donc j'ai récupéré donc c'est quelques quantifications. Donc on va avoir beaucoup de production graphique, quelques calques. On a assez peu de brouillons, mais on en a très peu, mais on en a. On va avoir également des extraits de publications, comme on peut le voir. On va avoir beaucoup de photographies. Donc on a beaucoup d'états de photographies, des projets, des planches de présentation de projets à des concours. Voilà, on a immortalisé finalement l'état final avec la photographie sans garder la planche, mais on a ces planches de concours qui ont traversé le temps, concours auxquels les architectes n'ont pas été forcément retenus. Mais du coup, on a ces traces-là. Et surtout, ce qu'on a, c'est l'élément qui est ici, je vous inviterai à regarder avec la plus grande délicatesse, c'est ces petits répertoires registres qui sont en fait les traces de l'organisation réelle des archives avant. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des cotations avec des numérotations de documents qui ont été conservés, et on va pouvoir retrouver soit par thématique de chemise, soit par thématique de rouleaux et de dossiers, l'organisation qu'avaient pu être les archives à l'époque de Jean et Joseph. Troisième chose qui reste, on va avoir donc des rouleaux de calque. Donc là, on se rapproche un petit peu plus de ce qu'on a appelé tout à l'heure donc les archives d'architecture, puisque dans ces rouleaux de calque, c'est vraiment l'état final du projet, donc un état finalisé avec limite un plan d'exécution dans lequel il n'y a ni brouillon, ni antéprojet. On est vraiment sur le produit et le résultat. Petit mot aussi compliqué là-dessus. Au dépouillement de ces rouleaux, comme je vous l'ai dit, il y a eu un incendie qui a ravagé donc, les archives de l'agence Primitive. Cet incendie a donc détruit l'essentiel de la documentation qui concernait en tout cas l'œuvre de Jean et Joseph. Et dans ces rouleaux sont essentiellement conservés tout ce qui est postérieur à l'incendie, en fait, à 61. Donc on va avoir encore quelques éléments et quelques projets qui sont signés toujours par Jean et Joseph, parce que quand le relais a été pris par Jean-Marie et François, ils n'étaient pas encore diplômés. Donc on a encore l'estampe des projets précédents. Et
Et on va avoir surtout des grosses difficultés de conservation, puisque donc, ces rouleaux ont été conservés dans un garage qui est en zone inondable. Donc, on a eu encore de la perte à ce moment-là à cause des inondations. Donc, encore un petit problème de conservation. Je passe un petit peu vite. Donc, le constat est que les éléments qui restent, ce qui nous reste et ce qui aujourd'hui me permet de faire le socle de mon corpus n'était pas suffisant au regard de l'analyse, de la critique génétique et de l'analyse de la genèse du projet. Donc, il a fallu aller compléter finalement ces données fragmentaires qui sont une des premières limites et en plus biaisées par le fait qu'on est plus dans une collection qu'un fonds, puisque là, on est vraiment sur des pièces qui très certainement ont été choisies pour la conservation, pas toutes, mais un certain nombre. Il a fallu aller donc compléter ce qui reste avec ce qu'on a pu rattacher aux autres archives qui ont été évoquées un peu plus loin, donc tout ce qui est archives institutionnelles. Donc là, on va avoir vraiment de la consultation de tout ce qui est archives communales, départementales, pour compléter sur tous les projets qui ont été identifiés à travers le premier corpus. On va avoir également tout ce qui va être de l'ordre de la publication, donc publication par ou de projets souples. Donc, vous pourrez également venir le consulter. Je l'ai ramené ici, c'est un original. Le carnet promotionnel de l'agence avec donc un panel de toutes les propositions qu'a pu faire l'agence GJ-Souple. On va avoir également donc, les publications qui ont été signées, Jean et Joseph, puisque Jean et Joseph ont collaboré à leur mesure, notamment dans le cadre de l'architecture dite néo-régionaliste en Pays Basque, où ils ont co-signé 2 recueils photographiques dans lesquels ils ont compilé finalement les architectures des différentes provinces du Pays Basque. Il y a 2 recueils. Le premier, c'est sur les 3 provinces du Pays Basque français, le deuxième sur les 4 provinces du Pays Basque espagnol. Et voilà, donc on a également une petite accroche sur les sources bibliographiques, mais qui reste vraiment pas anecdotique, mais on a vraiment, c'est là qu'on voit le tri et le biais opéré par la famille, puisque on va, et vous le verrez dans le classeur, on a des photocopies où on a en tout cas un référencement de publications, d'articles, d'ouvrages dans lesquels sont apparus, cités les œuvres de Jean et Joseph. D'où vraiment ce biais duquel il faut se détacher dans la sélection qui opère plus une collection qu'un fonds pour l'analyse. Donc, ce qui reste également, j'ai eu la chance donc, de côtoyer la famille. C'est donc François notamment qui a été mon interlocuteur privilégié pour de nombreux entretiens donc, oraux. Et là se pose la question d'une nouvelle dimension de l'archive, qui est l'archive orale et l'archive de la mémoire, finalement, des récits de vie, qui viennent compléter un petit peu l'ensemble des propositions que je pouvais avoir physiquement dans les mains. Donc, cette archive orale, avec tous ses avantages et ses inconvénients aussi, qui est à prendre aussi avec un petit peu de distance, puisque François était déjà très âgé quand j'ai commencé mon travail, et évidemment, avec l'âge, a perdu peut-être un petit peu de clairvoyance, en tout cas sur les souvenirs, et laissé place beaucoup à l'émotionnel dans sa retranscription de la perception qu'il avait du travail de l'agence d'antan, en tout cas de son père et de son oncle. Donc, voilà un petit peu l'ensemble des documents et des traces physiques, orales, qui composent donc ce nouveau corpus et qui composent ce qu'on peut appeler aujourd'hui le vrai fond, le socle d'archives d'architectes souples. On va parler d'archives d'architecture, puisqu'on a vraiment recréé un fonds en cherchant à la fois donc ces documents inédits qui étaient au cœur de la famille, et également en allant compléter toute cette documentation avec des archives institutionnelles et des récits de vie et la consultation d'ouvrages effectivement de l'époque pour pouvoir mettre l'ensemble en perspective. Donc, moi, maintenant, je vais un petit peu rentrer dans la méthodologie pour faire parler finalement au regard ces documents. Comme on l'a vu, on est vraiment sur
sur quelque chose de très hétéroclite, on est sur quelque chose qui ne peut pas s'analyser avec les préceptes un petit peu transposés de la génétique de la création comme on pourrait l'imaginer. Donc, j'ai dû commencer par, comme je vous l'ai dit, un travail d'archéologie, ensuite de référencement et d'inventaire, pour pouvoir finalement croiser thématiquement les différentes sources qui se rapportent à des projets, pour pouvoir non pas passer sur une monographie, c'est pas l'ambition de cette recherche, mais pour pouvoir passer en tout cas sur quelque chose du plus exhaustif possible dans le cadre des projets et réalisés ou non, tout projet confondu, pour pouvoir ensuite faire une analyse par le biais d'une base de données qui référencerait donc par projet à la fois toutes les informations qu'on a pu glaner à travers ces différentes références. Donc là, vous avez une fiche d'identité type d'un projet et qui, par le croisement finalement très mathématique là pour le coup, va permettre de mettre en évidence des relations à la fois sur les commanditaires, à la fois sur les entreprises mobilisées, à la fois sur les temporalités mises en perspective avec les périodes de vie des deux architectes, enfin pas que des deux, puis des deux, puis des un, et mettre en fait finalement tout ça en résonance pour pouvoir comprendre quelles ont été finalement les grandes orientations et qu'est-ce qui a permis de justifier tel ou tel projet, telle ou telle dimension dans le cadre des productions souples. Donc là, pour l'instant, j'ai commencé à faire ce travail-là, notamment sur la partie Jean et Joseph, puisque donc, Jean et Joseph ont bénéficié, je pense, par le biais très, très affectif, d'une conservation de tous ces documents un petit peu hétéroclites qui viennent vraiment nourrir à la fois les identités des deux personnages, qui permettent du coup d'entrevoir peut-être deux positionnements au sein de l'agence d'architecture et deux orientations avec peut-être un plus créatif, l'autre plus chef d'entreprise qui reste à prouver. Mais en tout cas, voilà, on commence à dégager ces éléments-là. Et ce que je regrette aujourd'hui, enfin, il ne faut pas regretter, mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que effectivement, la perte des archives d'architecture de l'atelier primitif n'a pas malheureusement générer à la génération suivante une nécessité, une envie d'immortaliser et de léguer ces archives-là, puisque comme vous l'avez vu, elles sont également conservées dans des conditions un petit peu compliquées. Et là, on a par contre perdu beaucoup d'éléments, notamment par rapport à Jean-Marie. Je n'ai pas retrouvé beaucoup de traces sur Jean-Marie Soupe. J'en ai sur François, j'ai notamment ses souvenirs et quelques travaux d'étudiants à lui. Mais voilà, on a eu une déperdition en fait avec les années. Et finalement, celui qui va être en termes de quantité, qui va m'apporter le plus d'archives, c'est Olivier, qui est actuellement en exercice et qui, lui, a compris l'enjeu de la conservation de ces documents et qui, de toute façon, étant en exercice, se doit de garder beaucoup de choses. Donc voilà un petit peu la démarche. Et donc, à terme, l'idée, c'est qu'une fois que cette base de données sera entièrement remplie, pouvoir faire donc à travers le dénombrement et la cartographie, voilà, ressortir des tendances et des orientations qui pourraient venir donc en corrélation ou en opposition avec ce que je commence à pressentir dans mon analyse des documents à ma disposition. Bien. C'est sur ces belles paroles que s'achèvent nos deux présentations. Écoutez, on se tient à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez besoin de précisions par rapport à toutes ces informations qu'on vous a délivrées. Et puis, en tout cas, qui retracent l'état d'avancement de nos travaux, de nos questionnements, parfois de nos convictions, sans peut-être disposer de tous les outils pour en assurer la totale démonstration. Voilà, mais ceci fait partie du parcours du chercheur et de ses atermoiements. Voilà où nous en sommes. Donc, nous vous laissons la parole si vous souhaitez la prendre. Oui. J'aime vraiment beaucoup vos recherches. Je veux dire que vraiment, j'aime beaucoup cette acuité-là, ce questionnement-là. S'il y a besoin d'un deuxième membre de jury, chef dans le jury,
Je suis preneur. Je suis vraiment preneur et pour soutenir cette petite approche. Il y a plein de questions qui ne sont pas du tout techniques, c'est vraiment au contraire envie d'en avoir encore et d'être rempli de tout ça. Sur le premier exposé, reste la question du pourquoi de l'existence du fichier. Ça reste encore une question qui reste en suspens. Parce que, d'abord, on se demande qui tient la plume vraiment, ou pas. On voit bien que ça demande une forme de secrétariat dans le deuxième exposé, donc il y avait-il un secrétaire ou une secrétaire derrière. Et puis, quand même, parce qu'en fait, vous désignez à peu près 2000 ouvrages, possiblement dans la seule bibliothèque. Moins de 1000. Moins de 2000, à peu près 900 références. Ouais. C'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Donc, ça ne nécessite pas nécessairement un tel fichier. À l'échelle d'une seule personne, un universitaire de base a des milliers de livres chez lui, donc, et il sait à peu près le référencer. Il sait à peu près ce qu'il a. Donc, le pourquoi de l'existence du fichier, ça reste une question. Ce qui est attenant à ça, c'est pas seulement qui tient la plume, c'est y a-t-il eu plusieurs usagers de la bibliothèque, du vivant du premier jarrier et peut-être les suivants. Ça pose la question de la durée de l'usage du fichier, bon, etc., etc. Donc, vous voyez, en fait, donc ça, c'est une question sur le premier exposé. Et sur le deuxième exposé, on en a posé nécessairement la question, y a-t-il une bibliothèque et y a-t-il un fichier de bibliothèque? Et bon, non. Voilà. Ça, c'est juste pour l'entame, hein, parce que sinon, moi, je passe la nuit. Hein. Bon, pour vous dire, ça me plaît énormément. Alors, je commence à répondre sur le pourquoi du fichier. Certes, le nombre de références est limité. Néanmoins, je n'ai pas pu établir de comparaison avec d'autres bibliothèques d'architectes, donc qui seraient contemporains de Louis Jarrier. J'ai essayé d'explorer certains catalogues de vente qui sont disponibles sur le site de la Bibliothèque nationale, mais ce n'est pas un outil qui est performant en fait, parce que je ne peux pas comparer. La plupart du temps, ce sont des catalogues de vente de bibliothèques d'architectes, mais d'architectes connus. Donc, je ne peux pas établir de réelle comparaison, telles que les bibliothèques de Viollet-le-Duc, telles que les bibliothèques de Lassus, etc. Donc, ça, c'est déjà la première limite. Pour répondre à cette question du nombre, est-ce que le nombre correspond à une véritable, en tout cas une source véritablement importante pour un architecte dans sa pratique en province ou pas? Ensuite, qui tient la plume? Ce qui est certain, c'est que les fiches, les notices manuscrites, donc on peut détecter plusieurs écritures. Voilà. Dans ces écritures, il y a des écritures qu'on peut rapprocher de l'écriture des carnets de Louis Jarrier. Donc, parfois, il a pu être l'auteur en tout cas, il a pu rédiger la notice, mais très souvent, il est l'auteur des commentaires et il est l'auteur d'une petite chose que je ne vous ai pas montrée, mais souvent, en bas à gauche de la fiche, on a une proposition de référencement, d'attachement à l'index, à la fiche vedette. Il met architecture, archéologie, et ça, c'est lui qui le met. Donc, il est possible, dans le processus que j'identifie, qu'en fait, il y ait une petite main qui prépare la notice, selon une codification qui a été bien expliquée, puisqu'il y a une régularité de l'entrée du nom, du prénom, de tout ce qui décrit l'ouvrage. Et puis, lui, il fait le petit commentaire pour dire où il faut aller mettre la fiche. Voilà, donc ça me semble un indice très, très intéressant. Ensuite, donc il y a un partage de la plume pour répondre, un partage des tâches, mais dans la sélection de la destination de la fiche, c'est a priori Louis Jarrier qui semble être l'acteur principal. Ensuite, sur est-ce que la bibliothèque donc, est utilisée de son vivant avant et après, en tout cas le fichier il est utilisé.
notamment avec les références, les commentaires que j'ai pu mettre en avant. Il est sans doute utilisé après, mais l'usage s'éteint très vite. C'est-à-dire que ça, je ne vous en ai pas parlé, mais en fin de compte, on trouve dans ce fonds très peu d'ouvrages qui vont dépasser les années 40. C'est-à-dire à partir de 43, 44, il n'y a plus de référencement d'ouvrages publiés. Donc, ça veut dire qu'on peut interpréter ça de la façon suivante, c'est-à-dire que le fils, Marcel, qui prend la suite de son père, proroge un petit peu l'usage du fichier après le décès de son père en 1932. Ensuite, il y a la Seconde Guerre mondiale qui perturbe un petit peu le fonctionnement de l'agence. Et à partir des années 43-44, il n'y a plus d'ouvrages d'inventoriés dans la bibliothèque, dans le fichier. Il peut y avoir d'autres acquisitions, mais ça, je n'ai pas d'éléments pour y répondre. Avant aussi, on peut se poser la question avant l'usage de la bibliothèque, en tout cas du fichier, ça je ne peux pas le dire, mais avant, il y a des ouvrages dont les dates d'édition sont très antérieures à la naissance de Louis Jarrier. Alors certes, il a pu les acquérir après, mais je pense qu'il y a certains ouvrages qui étaient possédés par son père, qui était lui-même, donc François Jarrier, qui était lui-même architecte à Clermont. Je pense que certains des ouvrages, en nombre assez restreint, constituent un héritage du père. Après, pourquoi il a mis en place ce fichier ? Difficile de répondre, mais en tout cas, la mise en place de ce fichier, c'est vraiment, en tout cas, c'est comme le montrent là certains éléments que vous avez sous les yeux, l'objectif, c'est d'aller chercher en fonction du thème, d'un thème choisi, que ce soit un nom de lieu, un nom de personne ou un sujet, une matière, des ouvrages qui sont afférents à cette entrée-là. Donc, il y a bien quand même une visée à la fois de maîtrise, certes, du contenu de la bibliothèque, du fonds, mais une facilité d'accès au contenu de ces ouvrages. Et donc, on peut quand même se dire que si on met en place ce processus-là, c'est pour pouvoir utiliser de manière assez fréquente le fonds dont on dispose. Même si je suis d'accord avec vous qu'en tant qu'érudit, en tant qu'intellectuel, il devait connaître les ouvrages dont il disposait. Mais en tout cas, certaines mentions montrent que pour lui, il était nécessaire de rappeler que dans cet ouvrage, il y avait une bibliographie intéressante ou il y avait une notice sur tel ou tel édifice intéressante. Donc, il facilitait en tout cas l'accès à l'information détenue dans les ouvrages. Pour lui et peut-être pour ses collaborateurs. En tout cas, les locaux ne sont pas de grande dimension. Pour l'instant, les témoignages que j'ai pu recueillir sur le fonctionnement de l'agence sont pratiquement inexistants, malheureusement. L'arrière-petit-fils n'est pas capable de me donner des renseignements. Et il y avait un ancien collaborateur du petit-fils que j'essaye de joindre désespérément, qui m'avait dit oui sur le principe et qui maintenant ne veut plus m'accorder d'entretien. Donc, parce que justement, ça aurait été intéressant, il aurait pu me donner des informations, me dire si le petit-fils utilisait encore cette bibliothèque, s'il l'avait renouvelée, si c'était déjà du rebut, si le fonds avait commencé à être dispersé avant 1992, parce qu'à partir de 1992, au moment où le petit-fils arrête son activité, il y a une grande dispersion des ouvrages, une vente aux enchères. Mais a priori, ce n'est pas la totalité. Donc peut-être qu'avant, il y avait déjà eu des dispersions. Donc, il y a cette rupture dans l'utilisation. Donc, on sent bien quand même que cet outil, il est lié à Louis-Aimé Jarrier et que c'est vraiment quelque chose d'important pour lui. Peut-être aussi pour préparer sa succession. Mais ça, difficile d'en dire plus. Ce sont des hypothèses. Et alors, en ce qui concerne une bibliothèque et un fichier de bibliothèque chez les Sompes, alors il y avait une bibliothèque, ça j'en suis quasiment certaine. Les témoignages de François sont un petit peu flous sur cette question-là, mais pour avoir récupéré nombre de ces unités documentaires dans le bureau actuel, ancien, puisqu'il vient de déménager de François, donc dans la maison dans laquelle il avait ses bureaux à lui, j'ai pu constater qu'il y avait une bibliothèque d'agence qui était la sienne,
actuelle, et qu'à l'intérieur de cette bibliothèque d'agence, je pense avoir quand même vu un certain nombre de documents plus anciens me permettant d'imaginer qu'ils ont appartenu à Jean et Joseph et qu'ils sont arrivés donc, de l'agence de Bayonne à l'agence de Basse-Sussari où était exercé François. Et je pense également que Olivier doit en avoir quelques-uns actuellement avec lui. En tout cas, Olivier, qui aujourd'hui est en exercice, a récupéré l'ensemble des fonds qu'il a pu trier lors du très récent déménagement de François. Et du coup, on sait bien, ça a fait un pré-tri pour pouvoir aller analyser un petit peu plus en profondeur ces documents. Mais par contre, de fichiers qui retracent l'achat des livres ou en tout cas l'état de la bibliothèque telle qu'elle a pu être à un instant T, et je pense effectivement à cette agence à Bayonne, avant l'incendie, ça n'a pas été touché, mais je n'en ai pas retrouvé la moindre trace. Et de mémoire de François, c'est un document qui ne semble pas avoir existé. Donc peut-être que je suis à peu près certaine qu'il y avait une bibliothèque dont chacun avait la connaissance, d'autant que, comme je vous dis, ils ont collaboré à l'écriture de certains ouvrages, et pas uniquement, ils étaient aussi très investis dans la rédaction d'articles, pas uniquement sur des revues architecturales, mais aussi, je pense, au niveau du musée basque. On a notamment un article sur le Laoubourou, qui est la croix basque, en fait, la symbolique de la croix basque. Donc, ils étaient très, très investis. Donc, je pense ne pas me tromper quand je dis qu'il devait avoir effectivement une bibliothèque avec notamment toutes leurs collaborations et les collaborations de leurs collègues et concurrents de l'époque. Et au passage, quand on parle d'autodiffusion, concernant la préservation de l'intégrité des fonds, ça fait soit que la configuration privée est peut-être beaucoup plus fiable, alors que la configuration publique qui normalement doit respecter l'intégrité des fonds, alors eux, ils sont prêts à se débarrasser du fichier, alors que si le mot archive trace une activité, le fichier aurait dû être conservé par l'archive départementale. Ça veut dire qu'ils se sont complètement, voilà, ils n'ont même pas désigné un point de chute. Hein. Il aurait pu y avoir aussi la bibliothèque du patrimoine, puisque tout de même, il y a des archives de localité, hein, ça aurait pu être ça. Peut-être qu'eux, ils auraient compris, ils n'auraient pas eu les moyens de traiter les affaires. Enfin, voilà, donc là, on s'aperçoit qu'au fond, c'est peut-être mieux de travailler sur des configurations de conservation privée pour avoir le plus de documents possible, alors que les institutions publiques, alors que c'est la lettre qu'on devrait respecter, on la respecte pas. Après, peut-être juste pour rebondir sur ce point, sur cette configuration publique ou privée, pour le moment, là, les archives départementales n'ont pas encore, de toute façon, je dirais, inventorié les documents graphiques qu'ils ont conservés, ni même les carnets, puisqu'ils sont toujours dans des caisses avec une cote provisoire, non dépoussiérée. Enfin, moi, j'ai dû tous les ouvrir, les nettoyer. Donc, et que pour le moment, voilà, le dépouillement n'est pas fait. Et de temps en temps, je reçois des mails de personnes qui ont contacté les archives et ces personnes me demandent si j'ai pu trouver dans mon travail sur les carnets telle ou telle référence parce qu'ils voudraient bien l'utiliser. Alors bon, en fait, je sers de relais. Les archives me renvoient les demandes sur l'état de ce fonds, mais bon, moi, je ne l'ai pas inventorié de manière exhaustive. J'ai mon regard qui est lié à mon travail, donc je ne peux pas répondre à toutes les questions là-dessus. Mais on sent bien que de fait, l'existence de ces carnets commence à intéresser certains chercheurs qui travaillent autour de Jarrier ou de certains de ces édifices. Et alors moi aussi, je vais me permettre de rebondir sur les archives privées. Alors pour le coup, c'est vrai qu'en termes de variété et d'accès, c'est assez privilégié comme situation, d'autant plus qu'on rentre dans l'intimité aussi voilà, de la famille. Et, je ne l'ai pas cité là, mais dans la maison de François actuellement, il y a aussi bon nombre de documents graphiques qui sont en fait exposés. Je vous parlais du beau dessin. Joseph était
un grand peintre, il croquait énormément de choses, il faisait beaucoup d'aquarelles. Et partout dans la maison, sous verre, accroché au mur, il y avait voilà, des différentes aquarelles, différents dessins. Je pense notamment quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris. Je venais voir François quelques jours plus tard et il m'avait sorti une planche magnifique avec tous les croquis de Joseph, de Notre-Dame, avec toute sa flèche, de tous les points de vue, de tous les angles différents, qui avaient trouvé bonne place sur un mur encore à peu près inoccupé. Donc, c'est à la fois très, très privilégié et très bien, mais c'est aussi un petit peu problématique, puisque là, par exemple, donc, François vient de déménager. Ils ont quitté une très, 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 très grande maison où il y avait énormément de documentation un petit peu partout pour rentrer dans un appartement. Et j'ai pas eu la chance d'être conviée au moment de faire les cartons. Et je sais qu'Olivier a fait une sélection de, voilà, d'éléments à conserver et d'autres certainement à se défaire. Et voilà. Et donc, le privé, c'est bien, mais ça a aussi quelques limites. C'est, voilà. Parce que là, c'est ni plus ni moins qu'une question, je pense, de place, hein, comme pour l'archivage. Et je pense qu'il y a certainement un petit peu de perte due à ça. Et au fait que là, l'archivage, c'est moi qui l'ai fait avec des codes totalement personnels et absolument voilà, c'est ma logique à moi, mon regard à moi. Clairement, si un archiviste met le nez dedans, il va me regarder avec des yeux ronds. Donc, voilà. Mais bon. Mathilde, si j'ai bien compris, à partir de 92, la bibliothèque est dispersée totalement. Il n'y a pas moyen. Est-ce qu'il reste des livres quelque part? Est-ce qu'il y a des marques? S'il y a des livres sur les livres, est-ce qu'on peut pas se faire un chercheur pour des périodes plus anciennes? La bibliothèque, en tout cas, est totalement dispersée à partir de la vente de 92, mais je pense qu'elle a déjà été dispersée antérieurement. Sous quelle modalité, ça, je ne sais pas. Et en 92, c'est une grande vente aux enchères qui s'est déroulée à Clermont-Ferrand. Donc ça, j'ai récupéré le catalogue de la vente. Et ensuite, j'ai contacté le commissaire-priseur pour lui demander s'il pouvait avoir la gentillesse de me communiquer toutes les adresses des gens qui avaient acheté des ouvrages. Évidemment, il ne pouvait pas, au titre de la confidentialité des ventes, mais par contre, il a essayé, il a dit, écoutez, je vais faire un premier courrier avec les adresses que j'ai, puisque c'est une vente de 92, donc qui a déjà quand même 20 ans. Et je vais essayer de leur demander, enfin de demander à ces personnes de se rapprocher de vous. Donc il a fait certains courriers. J'ai eu sur l'ensemble, la centaine de courriers qu'il a adressés, j'ai eu 3 réponses, 3 personnes. Et les 3 personnes m'ont dit qu'ils ne se souvenaient plus du tout de ce qu'ils avaient acheté comme ouvrage lors de cette vente. Alors, je leur ai proposé de venir les voir, etc., pour regarder dans la bibliothèque. Et à chaque fois, ils m'ont dit que ce n'était pas possible, ou ils n'étaient pas disponibles, ou ça avait été donné à leurs enfants. Donc, je ne peux pas trouver de traces. En tout cas, je ne peux pas faire d'établir de lien sur les notices où Jarrier a mentionné qu'il y avait déjà des commentaires. Ces ouvrages-là, je ne les ai pas et je ne peux pas vérifier ces annotations et l'ampleur de ces annotations. Voilà. Après, dans le cadre de la convention, là, il y a une série de revues qui avait échappé à la dispersion, donc qui est intégrée dans le fonds Jarrier au sein du fonds ancien de la médiathèque. Donc vous avez quelques exemples là. Par contre, ça, j'ai compulsé toutes les pages. Il y a très très peu, en fait, il n'y a pratiquement jamais d'annotation. La revue est toujours très propre. Par contre, ce qui est intéressant, mais là, je n'ai pas encore fini ce travail, c'est que dans ces revues, parfois, donc, vous avez donc, des illustrations qui ne sont pas reliées entre elles, et parfois, il en manque. En tout cas, elles ont disparu. Donc, ça veut dire peut-être que ça a été jeté à la poubelle, ce que je ne crois pas, mais sans doute que c'était peut-être utilisé, ou que ça décorait peut-être, je ne sais pas, l'agence, ou que ça a été utilisé par des collaborateurs. En tout cas, les collections ne sont pas totalement complètes pour certains numéros. Et puis, il y a une vingtaine de livres qui, eux, n'avaient pas de valeur, qui n'ont pas été vendus.
mais qui ne font pas l'objet de commentaires manuscrits. Il y a juste un petit ouvrage qui sur des leçons de mathématiques, donc qui date de la scolarité de Louis Jarrier, où il y a quelques commentaires au crayon. Voilà. Mais c'est un ouvrage scolaire, donc ça ne va pas vraiment m'aider. Sur sa formation, son niveau en termes de mathématiques, ça va me renseigner, mais pas plus que ça. Sur le processus de création, pas vraiment. Voilà, donc ça, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas aller chercher ces annotations, ces commentaires. Pas de document comptable, c'est une application aussi pour Tiffen, c'est si ça achète des livres, si fournissent. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de documents dans ce sens-là. J'ai croisé 2 livres par hasard en rencontrant un descendant de l'autre côté, du côté de Jean. 2 livres qui avaient été conservés. Simplement, ils avaient été conservés parce qu'il me semble qu'à l'intérieur, il y avait un mot qui avait été manuscrit par Jean, certainement à l'époque. Donc voilà, une fois de plus, un petit peu la limite de cette exploitation-là, puisque voilà, je sais que ça a appartenu et à Jean et certainement à l'agence, simplement parce que ça a été conservé, parce qu'il y avait cette trace-là. Mais je n'ai pas plus de bons de commande que ça. Je n'ai pas trouvé encore. Mais bon, surprise, il y a eu un déménagement. Peut-être des choses qui vont sortir. J'avais une question, notamment avec les architectes, comme c'est une collection privée, ils ont accepté, mais vous avez vu des accords. Alors non, non. À l'heure actuelle, tout se fait par accord. Enfin, on n'a rien signé, c'est très voilà, c'est acté entre nous. À l'origine, vraiment, en fait, de cette recherche-là, il faut resituer les choses. Ça avait été une commande de la ville de Bayonne pour mettre en valeur le travail de ces architectes-là, qui a été fait en 2014, quand moi j'entrais en stage à l'époque au service culture et patrimoine de la ville de Bayonne. Et en tant que stagiaire, ma mission, c'était justement de prendre contact et d'essayer de déblayer un petit peu le terrain sur le travail de ces 2 architectes qui étaient assez méconnus. Enfin, on les connaissait, on voyait les signatures et ils étaient très représentés, notamment à Bayonne, mais ils souffraient, entre guillemets, de sous-médiatisation, contrairement à d'autres architectes du XXe qui, eux, avaient été, dont on avait les fonds, dont on avait pu faire vraiment beaucoup d'études et donc de valorisation du travail. Et eux souffraient un petit peu de ce manque de reconnaissance sur le travail. Et c'est à ce moment-là donc, que je suis rentrée, et c'est par cette petite porte finalement que j'ai commencé et à connaître Olivier et à connaître la famille, ce qui m'a permis en fait, je pense, d'avoir un lien beaucoup plus facile aussi. J'étais étudiante en architecture, en cours d'obtention de mon diplôme. Je m'intéressais énormément à sa famille et à l'œuvre de ses ancêtres. Donc, c'est comme ça que les choses se sont faites. Et c'est quand même très privilégié parce que quelques années plus tôt, des collaborateurs qui travaillent donc au centre de documentation des archives d'architectes du Pays Basque, donc 20e, avaient essayé de rentrer en lien avec François, donc le père d'Olivier, et ça ne s'était pas forcément passé aussi fluidement. Voilà. Donc je pense que ma position de jeune étudiante a privilégié un petit peu cet accès. Alors moi, j'aurai un autre souhait. Une fois que la thèse sera finie, très très bientôt, moi, je verrai vraiment une exposition croisée. Donc, on la comprend un tout petit peu Paris, hein, mais surtout Clermont-Bayonne, les archives de la création d'architectes, de faire une exposition réelle et virtuelle. Est-ce que ça serait quelque chose pour l'après-thèse? Moi, je pensais après la soutenance. Oui. Me concernant, l'idée serait, après la thèse, de pouvoir mettre en ligne le fichier et
donc que ce soit une base accessible, mais de le mettre en ligne de façon à faire en sorte qu'ensuite on puisse avoir accès aux versions numérisées de certains ouvrages qui existent déjà, pour rendre cette bibliothèque virtuelle presque réelle et favoriser l'appréhension par tous, en tout cas par le plus grand nombre, de ce dispositif qui est vraiment, vraiment singulier quoi, chez un architecte. Alors, je me suis déjà rapprochée de la MSH et du pôle, je ne sais plus si c'est le terme l'intitulé ingénierie numérique, mais enfin, notamment, j'ai déjà travaillé un peu là-dessus avec Hélène Vaillé et puis l'ingénieur. Voilà. Commencer un peu à regarder quelle pouvait être, j'aime pas ce terme-là, mais l'architecture de ce projet. Pour moi, c'est pas de l'architecture, mais bon. La structure de ce projet. Et donc, il faut la base, ça va être la base délicate, ça va être de numériser toutes les fiches. Moi, j'ai fait une numérisation, mais en nombre. Donc, il faut faire une numérisation individuelle. Donc, il faut qu'on trouve un financement, mais ça serait tout à fait possible après de transférer cette numérisation, de la rattacher à des notices bibliographiques sur Nakala, et puis après de mettre en ligne avec toute une série de liens, etc. J'ai une belle diapo là-dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais je l'ai pas. Alors, quand je ne l'ai pas sous les yeux, j'ai du mal à vous expliquer le processus, mais il y a un processus possible de mise en ligne. Bien sûr, mais ça, c'est pour la valorisation de la base, et je pense qu'il faut absolument le faire. Voilà. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de penser, imaginer une exposition. Comment vous pourriez exposer Après, la question de l'exposition, c'est une réflexion qui est en cours avec la médiathèque, c'est-à-dire est-ce que justement on peut envisager, parce que la médiathèque de l'ENSACF, elle accueille déjà deux bibliothèques d'enseignants. C'est des enseignants du XXe siècle, donc une sociologue et puis un architecte qui sont décédés. Alors, ce sont des petits fonds, mais ils sont déjà identifiés en tant que tels et ils sont inclus dans le fonds global. Mais chaque ouvrage est repéré en tant que tel. Donc, l'idée, c'est aussi de s'inscrire dans cette continuité et peut-être de trouver un lieu, un endroit où on puisse permettre aux étudiants d'avoir accès à ce fonds à la fois de manière physique, de tester la matérialité de ce fichier, puisque maintenant la plupart des étudiants ne savent plus ce que c'est qu'un fichier de catalogage, puisqu'il suffit d'être sur une base de données sur Internet et on a toutes les réponses. Enfin, c'est pas si simple que ça, on est d'accord. Voilà. En tout cas, c'est la première modalité d'accès à la connaissance, alors qu'avant, on allait en bibliothèque et on allait dans des fichiers. Bon. Donc, c'est refaire découvrir cet outil et puis établir le lien entre cet outil et les ouvrages et faire des rapprochements avec certains ouvrages qui sont dans le fonds ancien qu'on pourrait remettre en valeur dans le fonds plus courant de la bibliothèque. Enfin, il y a cette perspective de valorisation, de redynamisation du fonds ancien. On avait déjà tenté une fois dans le cadre du programme de recherche sur l'histoire de l'enseignement de l'architecture en France au XXe siècle. Et dans ce cadre-là, Gwen Gaillet avait analysé l'inventaire du fonds ancien de la bibliothèque de la médiathèque de Clermont-Ferrand et on avait présenté certains de ses ouvrages dans la salle d'exposition. Mais ça n'a pas donné lieu à une suite. Mais on envisage bien une suite avec Gwen, puisque le fonds ancien, en fait, ce qui est intéressant, je fais un peu une digression, mais c'est pour votre information, le fonds ancien de la médiathèque de l'École d'architecture Clermont, il correspond au partage de la bibliothèque de l'ancienne école des beaux-arts de Clermont-Ferrand au moment de 68, où en fait, ils ont découpé la bibliothèque en deux. Ce qui relevait de l'architecture est allé à l'unité pédagogique d'architecture et d'urbanisme, donc l'ancienne école d'architecture, et puis ce qui relevait plus de l'art est allé à l'école est resté dans le champ de l'école des beaux-arts et maintenant est dans la bibliothèque de l'école supérieure d'art de Clermont-Ferrand. Et en ce moment, il y a eu une négociation entre la médiathèque et la bibliothèque de l'école d'art pour faire en sorte que le fonds ancien de l'école d'architecture récupère la totalité des ouvrages anciens
abrités à l'école d'art de Clermont, puisque l'école d'art de Clermont voulait plutôt se délester de ces ouvrages anciens qui étaient peut-être plus, selon elle, en accord avec les préoccupations contemporaines. Voilà, donc on est en train d'accueillir une partie du fonds, pas en totalité encore, parce qu'apparemment il y a encore certains ouvrages qui restent, mais l'objectif c'était qu'il y ait un seul lieu pour accueillir la totalité de cette histoire de l'école d'art de Clermont, qui formait à la fois des étudiants en architecture qui allaient après aux Beaux-Arts de Paris et des étudiants des Beaux-Arts de Clermont qui parfois aussi allaient se former après à Paris.